Certains me connaissent pour mon exigence et pour mon esprit critique, souvent très négatif en ce qui concerne le Weekly Shonen Jump durant ces dernières années. Pourtant, pour en arriver à vous proposer du contenu sur ce sujet depuis maintenant 8 ans, il faut tout de même être relativement passionné par ce dernier. Une chose qui s'explique facilement puisque si ces derniers temps le Jump parvient de moins en moins à se renouveler, c'est surtout parce qu'il a toujours placé la barre très haute par le passé. Ainsi, il ne nous reste plus qu'à nous replonger dans l'historique de ce magazine mythique qui regorge d'histoires en tout genre qui n'attendent plus que d'être partagées. Les grands classiques oubliés ou sous-cotés du Shonen Jump épisode 2, c'est juste après le générique. Salut à tous, c'est Otakult, j'espère que vous allez bien les refs. Quand on parle de classiques oubliés, il y a forcément du beau monde et de bons titres à découvrir, donc si en termes de lecture le Jump vous ennuie en ce moment, vous n'avez qu'à regarder ce qu'il y avait avant en vous intéressant à ces séries à succès. Si la plupart d'entre vous ont grandi avec le Big Three, d'autres avec les titres les plus mainstream de leur génération, vous êtes forcément passé à côté de certains classiques que l'on va aborder ensemble aujourd'hui. Comme toujours, avant toute chose, petit disclaimer, dans ce concept je ne mets en avant que des mangas qui ont non seulement un minimum marqué leur génération, mais surtout ma personne, des œuvres dont j'estime qu'on ne parle pas assez pour X ou Y raison, et qui pourtant mériteraient amplement de servir d'exemple à la nouvelle génération. Et comme vous me l'avez beaucoup réclamé dans l'épisode précédent, nous allons commencer cette fois-ci par une œuvre qui a su habilement trouver un juste milieu entre action et comédie, tout en bravant également la cour des grands Neketsu. Belzebub est un manga signé Tamura Ryuhei, paru entre 2009 et 2015, compilé en 28 tomes que vous pouvez retrouver en France aux éditions Crunchyroll, anciennement Kazé. Fort de son succès, il fut naturellement adapté en animé par le studio Pierrot en 60 épisodes entre janvier 2011 et mars 2012. Malheureusement, il me semble que l'animé n'est plus disponible sur aucune plateforme en France. Belzebub raconte l'histoire de Tatsumi Oga, un lycéen de la banlieue de Tokyo connu pour sa force exceptionnelle et son comportement rebelle. Un jour, il se retrouve impliqué dans une situation inattendue lorsqu'il découvre un bébé très spécial qui s'avère être le fils du roi des démons. Ce bébé, nommé Belzebub, est destiné à devenir un puissant démon, mais il se retrouve accidentellement confié à Oga. Pris au dépourvu, Oga doit alors s'occuper de ce bébé démon tout en essayant de continuer sa vie de lycéen, déjà bien animé. Bon, tout d'abord, avant de vous donner mon avis sur cette pépite qui tombe malheureusement de plus en plus dans l'oubli, on va dans un premier temps brièvement revenir sur l'origine de la série et sur le parcours de son auteur, puis on s'intéressera également au statut du manga à l'époque pour vous donner une idée de sa popularité dans les années 2010 ou simplement rafraîchir la mémoire de ses fans. Donc Belzebub, c'est un projet qui est né à partir de la sérialisation du one-shot du même nom, paru en 2008 dans le Shonen Jump après avoir remporté le prix Golden Future Cup. Il s'agit de la première série de Tamura qui a eu toutes les peines à rebondir depuis entre les échecs d'Hungry Mary en 2017 et Badass Couple Dolphin en 2020, tous deux arrêtés prématurément faute de succès, mais ces derniers sont tout de même arrivés en France chez Kazé, notamment grâce à la popularité de l'auteur et de Belzebub justement. Depuis, Tamura a tout de même su rebondir avec une nouvelle série intitulée Cosmos, publiée depuis 2023 dans le Sunday GX, chez Shogakukan, chez qui 6 volumes sont déjà sortis. Je ne l'ai personnellement pas encore lu mais j'en entends que du bien, j'imagine que ça devrait plus trop tarder à sortir en France. Mais pour revenir au sujet initial et pour résumer la popularité de Belzebub en quelques chiffres, sachez que le manga s'était hissé à la 15e place des séries les plus vendues de l'année 2011 avec un peu plus de 2 600 000 unités. Les ventes baisseront à 1 700 000 unités l'année suivante après l'arrêt de son animé, bien que le manga se maintiendra dans le top 30 Oricon. Il se classera ensuite à la 34e place en 2013 avec 1,4 million de copies vendues avant de perdre continuellement et progressivement des lecteurs au fur et à mesure que sa fin approchait. Des chiffres tout de même fortement louables à une époque où la concurrence était gigantesque, rappelons-le. D'autant plus quand on prend le temps de s'intéresser à ses performances dans le Jump également. Belzebub c'était par exemple la top 6 annuelle avec un 8,15 de moyenne dès sa première année de publication, devançant ainsi des séries comme Gintama, Bakuman ou encore Kuroko's Basket pour ne citer que. Ça deviendra ensuite une série qui reviendra de façon récurrente entre le haut et le milieu du tableau, jusqu'à s'enfoncer un peu plus dans le fond du sommaire vers sa fin. Et enfin, pour être complet et revenir à l'origine de Belzebub, on apprend à la fin du premier volume relié du manga que l'histoire a vu le jour après une discussion entre Ryohei Tamura et Toshiaki Iwashiro, l'auteur de Psyren, qu'il se pourrait qu'on aborde également dans cette vidéo, qui sait. Je cite donc l'auteur pour l'anecdote. Quand je pense qu'on avait parlé de ce scénario ensemble sur le ton de la plaisanterie, et que finalement, mon responsable éditorial l'a pris au sérieux et a demandé officiellement son accord à Iwashiro Sensei. Sur le coup, j'avais de gros doutes, finalement, il a accepté avec beaucoup de générosité. C'est donc à travers une conversation banale entre deux auteurs entretenant une belle amitié qu'est né le concept brillant mettant en scène un délinquant qui va devoir s'occuper d'un bébé malgré lui, et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du fils du roi des démons en personne. Belzebub apporte ainsi un vent de fraîcheur au genre Furio, relatant des thématiques sociétales comme la délinquance juvénile au Japon, la violence, les guerres de gang entre lycéens, et j'en passe. Oga, le personnage principal a tout de l'archétype typique des héros de cette trempe,
mais le voir associé à un bébé hors du commun apporte non seulement une dimension humoristique due au décalage qu'il y a entre les deux, qui nous prend vite au dépourvu, mais cela apporte également une dimension plus fantastique. Ainsi, bien que le côté furio, la délinquance et les bagarres de rue fonderont une grande partie des bases de Belzebub, l'histoire poussera malgré tout notre héros à être confronté à des démons également. L'auteur parvient à merveille à exploiter son lore préétabli avec le personnage de Belle et des mystères l'entourant. Belzebub, c'est donc un véritable cocktail d'humour et d'action explosive. On a vraiment un juste milieu entre la comédie déjantée et le bon vieux Neketsu au pouvoir surnaturel. L'histoire aussi ainsi entre des scènes what the fuck hilarantes et un ton plus sérieux, plus dur quand le contexte et les enjeux s'y prêtent, ce qui découle souvent sur d'excellents combats et bien qu'il est important de relever et de mettre en avant cet aspect-là du manga, je préfère mettre Belzebub dans la lignée d'un Gintama, dans le sens où l'humour est tellement omniprésent, on se doit de le vendre également comme une comédie. Vous savez, ce genre de séries qui peuvent émerveiller une mauvaise journée, ce sentiment de retrouver des personnages hauts en couleur baignant dans une ambiance chaleureuse et agréable. Et c'est justement quand ce quotidien, certes déjà bien animé par la présence d'un bébé pourvu de super pouvoirs, se retrouve encore plus projeté dans le chaos à travers des antagonistes plus malveillants. Alors que vous voulez rire ou bien vibrer, je ne peux que vous recommander la lecture d'un manga comme Belzebub, c'est mon petit capricon du Jump, et sans spoiler, la fin est à l'image du manga, what the fuck jusqu'au bout, mais au moins, l'auteur maintient toujours une imprévisibilité constante, et ça, on ne peut pas lui enlever. Et puisqu'ils sont tous les deux étroitement liés comme nous avons pu le constater, profitons-en donc pour introduire naturellement l'excellent Psyren de Toshiaki Iwashiro. Publié dans le Weekly Shonen Jump entre 2007 et 2010, cette œuvre n'a pas forcément eu un succès retentissant comme l'explique l'absence d'une adaptation animée, bien qu'elle aura tout de même duré 16 tomes, soit donc un peu plus de 3 ans. Mais avant de nous intéresser à ce qui restera son plus gros succès, on peut aussi noter que Toshiaki Iwashiro avait effectué ses débuts en remportant le prix Tenz Story King Mangaka Category avec son one-shot Miheru Ito, un one-shot qu'il redessinera en 2004 et qui sera ensuite sérialisé dans le Shonen Jump entre 2005 et 2006, avant d'être compilé en 7 tomes, une œuvre dans un registre surnaturel basé essentiellement sur l'expérience de ses nombreux one-shots, et malheureusement, Miheru Ito qui fut un temps édité chez Panini en France, n'est plus disponible depuis. Il rebondira aussi vite avec Psyren, bien que l'on peut tout de même également noter sa tentative de retour avec Shikigami ou Kagamigami en japonais, une série qui n'a pas eu le succès escompté puisqu'elle sera poussée vers la sortie après seulement 5 tomes, et je ne suis pas sûr non plus qu'il soit toujours disponible chez Panini également. Et pour la petite anecdote, c'était la nouvelle série de l'époque qui avait été lancée au même moment que Black Clover. Depuis 2015, pas grand chose à signaler pour Toshiaki Iwashiro, mis à part quelques one-shots publiés ici et là entre 2011 et 2017, mais rien de bien concret. Et vous allez voir que malgré un CV sans gros mainstream à son actif, il a su nous pondre un petit classique dans l'ombre des plus grosses séries des années 2000. Et quoi de plus normal pour un sensei ayant formé notamment Ryuei Tamura, l'auteur de Belzebub précédemment cité, Yuki Tabata, l'auteur de Black Clover, ou encore Naoya Matsumoto, l'auteur de Kaiju numéro 8 qui va d'ailleurs se conclure d'ici quelques jours. Agea est dégoûté par notre monde et rêve d'une vie meilleure. Un soir, il trouve une étrange carte rouge sur laquelle est écrit Psyren. Il s'agirait d'une société secrète à l'origine de nombreux enlèvements. Peu après, l'une de ses camarades, qui semblait connaître cette société, disparaît devant ses yeux. Agea décide alors de la sauver et pour ça, il utilise la carte rouge et se retrouve soudainement projeté dans un monde parallèle. À présent, Agea doit lutter pour survivre et arriver jusqu'au bout du jeu, car c'est le seul moyen pour lui de retrouver son monde originel, qui n'est peut-être pas si horrible que ça finalement. Et pour cela, il ne sera pas seul, d'autres personnes sont dans la même galère et c'est ensemble qu'ils vont affronter le danger et peut-être même le vaincre. Alors tout d'abord, je ne pourrais vous expliquer sans spoiler en quoi Psyren n'est pas vraiment un isekai pur, bien qu'il réponde techniquement tout de même à de nombreux critères, comme la présence d'un autre monde entièrement différent dans lequel le personnage principal est transporté et acquiert rapidement des pouvoirs qui s'apparentent à des capacités spéciales. Il y a un détail majeur qui empêche la série d'être techniquement considérée comme telle, donc je vous mets le timecode pour skip ce petit spoil au cas où. Puisqu'en réalité, il ne s'agit pas d'un autre monde, mais simplement du futur du monde auquel le héros est originaire. Il me semble qu'on l'apprend assez tôt dans la série, mais je me suis dit qu'il valait mieux réserver la surprise aux lecteurs découvrant la série à travers cette vidéo. Voilà pour ce petit détail qui ne m'empêche pas pour autant de considérer la série comme un pseudo-isekai, et pour l'une des rares fois où j'adore une série dans ce genre, laissez-moi au moins ça. Bref, voilà pour cette petite parenthèse, on va maintenant s'intéresser aux principales qualités du manga et ce qui fait à mon sens l'essence de Psyren. Il s'agit avant tout d'une série qui mise tout sur une intrigue haletante mêlant de la tension, des mystères qui apportent un côté addictif à la lecture, des combats bien nerveux sublimés par un style de dessin assez épuré que j'aime comparer à Bleach. C'est tout aussi épuré, rapide à lire, avec un découpage relativement efficace et peut-être même un poil plus fourni en décor. Et comme on se retrouve vite projeté dans un monde parallèle, le soin apporté au décor est très appréciable pour notre immersion. Il permet au lecteur d'être complètement dépaysé, de ressentir plus pleinement le danger à travers l'inconnu qu'il dégage, mais quand je repense au système de pouvoir du manga qui reste relativement comparable à ce que l'on peut retrouver dans Hunter x Hunter, avec notamment 3 types de psy différents, reposant sur la force brute mentale, la manipulation sensorielle ou encore le renforcement du corps. Et j'apprécie aussi particulièrement la manière dont l'auteur se sert des pouvoirs psychiques, ne reposant pas que sur la force brute,
Ce sont surtout des pouvoirs qu'il faut apprendre à contrôler afin de trouver un lien d'âme entre l'esprit et la réalité, mais derrière son apparence de simple manga d'action, Psyren est aussi un récit post-apocalyptique traitant de thématiques écologiques. Il y a tout un questionnement sur la responsabilité et les conséquences des actes de l'être humain sur la planète, et c'est peut-être même ces thématiques plus complexes qui n'auront pas permis au manga d'exploser en popularité, au-delà de la concurrence évidente à laquelle il était confronté. Psyren est un manga qui s'inscrit peut-être dans une espèce de non-conformité, puisque comparé à ce qu'il se faisait à l'époque, l'intrigue avance très vite, on est sur une série de 16 tomes et donc plus dans l'air de ce qui se fait de nos jours, avec un récit qui va à l'essentiel, on n'est clairement pas sur le rythme fleuve de l'époque qui prend son temps. De plus, l'auteur n'hésite pas à tuer ses personnages, leurs actes ont de véritables conséquences, les enjeux sont immenses, et c'est aussi pour ça que j'estime qu'il s'agit d'un manga qui aurait sans doute été bien plus populaire s'il était sorti de nos jours, et pour toutes ces raisons, on peut donc dire qu'il a très bien vieilli. Il ne fait nul doute que ces personnages sauront vous faire vibrer à l'instar des plus grands Neketsu, que ce soit les protagonistes comme Agia Yoshina, le héros impulsif au grand sens de la justice, Sakurako, l'héroïne forte et dont l'évolution reste remarquable, bref, même les antagonistes et leurs ambitions sont à la hauteur. Psyren n'est pas seulement une lecture divertissante, c'est une véritable expérience dont la narration particulière saura également vous tenir en haleine, en jouant notamment sur le temps comme un Urasawa sait si bien le faire dans un Billy Bat par exemple. Oui, je le compare au plus grand et non pas seulement pour vous donner envie de découvrir cette pépite, mais surtout parce que Psyren devait connaître une reconnaissance qu'il n'a jamais eue, une œuvre qui a osé tenter des choses et aller à contre-courant des tendances des années 2010 pour mieux se démarquer, et si la popularité n'aura pas répondu au temps présente, sa qualité, son intrigue auront su captiver son public jusqu'au bout, avec une fin certes légèrement rushée, mais Psyren n'aura jamais trahi son identité et ses lecteurs. C'est en tout cas pour vous faire découvrir ce genre de série que ce concept a vu le jour, car Psyren coche à mon sens tout ce qui correspond à un classique oublié et sous-coté. J'aimerais maintenant que l'on passe à une œuvre que peu de monde qualifiera véritablement comme un classique, tant son passage dans le Jump aura été plus éphémère qu'autre chose, n'ayant pas non plus laissé une trace notable ou une influence majeure derrière lui. Pour autant, quand je pense au genre survival game et ce que l'on a connu dans le Jump, il n'y a pas 36 noms qui me viennent à l'esprit, et c'est malgré tout à Enigma que je pense en premier. Enigma est donc une œuvre signée Sakaki Kenji qui a débuté en 2010 avant de se compiler en 2012 pour un total de 7 tomes qui ne sont malheureusement plus commercialisés par Kazé. Il n'a lui non plus jamais été adapté en animé, et j'ai peu d'informations à vous partager sur son auteur, bien qu'on peut relever qu'il s'agit d'une femme, qui a notamment bossé en tant qu'assistante sur le manga Reborn d'Akira Amano. Et je viens surtout de réaliser durant le montage que c'est aussi l'autrice de Shin Tokyo, une série qui a assez bien marché sur Jump Plus puisqu'elle s'est compilée en 12 tomes tout de même, et si ça vous dit rien, ça sortira en fin d'année chez Mangetsu. Donc autant vous dire que si c'est l'autrice de Enigma, c'est un manga à suivre, c'est sûr et certain. Sumio est un lycéen ordinaire, à l'exception près qu'il cache un secret, le pouvoir de lire l'avenir dans son Dream Diary. Un jour, alors que sa mère vient de disparaître dans des circonstances obscures, il se retrouve enfermé dans l'enceinte de son école avec 6 autres élèves. Une entité mystérieuse du nom de Enigma leur annonce alors qu'ils vont devoir réussir un test étrange. Parvenir en 72 heures à s'échapper de leur prison, malgré les ombres qui rôdent et les énigmes qui jonchent leur parcours. Seule chance de réussir, faire appel à leur faculté spéciale. Dans la lignée des mystères d'un Psyren auquel on ajoutera un sens du suspense et du rebondissement maîtrisé à la perfection, Enigma est sans aucun conteste mon survival game préféré, bien qu'il s'agisse d'une série qui n'a que très peu fait parler d'elle au final, malgré le fait qu'elle possède d'énormes qualités. Rappelez-vous l'énorme popularité du genre durant les années 2000. Entre Battle Royale, Liar Game, Deadman Wonderland, Bitoon, les œuvres de Yoshiki Tonagai, et bien sûr sans oublier Kaiji un peu plus tôt dans les années 90, l'un des précurseurs sur le médium, de grands classiques pour certains, de très bons titres pour d'autres, et un Enigma s'inscrit parfaitement dans leur lignée, pourtant il est plus méconnu qu'eux. C'est court, efficace, cohérent, dynamique et bien que classique, le concept de jeu de survie basé sur des énigmes façon escape game sont assez innovantes et bien ingénieuses également. On est rapidement mis dans le contexte, l'intrigue est prenante, les phases d'action et de réflexion sont également bien dosées. Je rajouterai que contrairement à beaucoup de survival games, il ne s'agit pas de faire du survival game pour en faire un. Là, on a un contexte précis et cohérent. Ma seule réserve concerne le dernier arc du manga qui perd un peu ses principales qualités, bien qu'on nous propose tout de même des révélations, des réponses à nos questions, en levant le voile sur les mystères de l'intrigue. Dès le départ, même si on n'a pas tous les éléments pour savoir où l'histoire va nous mener concrètement, puisqu'il faut bien évidemment préserver une part de mystère dans tout ça, l'autrice parvient sans le moindre mal à tout connecter avec la fin, même s'il y a des événements ultra prévisibles. On se retrouve alors avec un survival game certes classique mais surtout réussi, et comme je le dis toujours, il faut parfois aussi penser à de bonnes séries courtes dans une ère où certaines séries s'éternisent et prennent beaucoup de place sur nos étagères. Une lecture qui pourrait vous changer un peu puisque c'est un genre qui se perd de plus en plus en manga, j'ai l'impression en tout cas. Assez curieux d'ailleurs que cette tendance ne revienne pas sur le devant de la scène après l'immense popularité d'une série comme Squid Game par exemple. Enigma c'est en tout cas ce petit thriller et survival game bien sympathique qui aura su divertir ses lecteurs entre quelques lectures de mastodontes comme le Big Tree, Toriko, Reborn ou encore Gintama. Il y a également des pouvoirs assez originaux pour le coup qui ont été pensés, donc je vous invite à le découvrir pour le coup. Et parce qu'il faut aussi mettre en avant un genre qui a aussi fait la force du magazine pendant longtemps, il est temps de redonner ses lettres de noblesse à Nisekoi, la romance la plus marquante des années 2010 du Shonen Jump.
Nisekoi, que vous connaissez aussi éventuellement sous le titre Nisekoi Amour, Mensonge et Yakuza en français, est une comédie romantique parue entre 2011 et 2016 signée Naoshi Komi pour un total de 25 tomes disponibles chez Kaze, donc anciennement, et donc Crunchyroll aujourd'hui. Fort de son succès, la série sera adaptée en anime 3 ans après son lancement par le studio Shaft, qui réalisera ainsi 2 saisons, une de 24 épisodes et l'autre de 12 épisodes. Malheureusement, la licence de ce dernier semble avoir expiré chez ADN et Crunchyroll, d'où l'importance encore une fois de ce genre de concept qui sert à remettre ce genre d'œuvre en avant, et voici de quoi ça cause. Lorsqu'il était enfant, Raku Ichijo a promis à celle qu'il aimait de conserver précieusement un cadenas dont elle seule possède la clé jusqu'à ce qu'ils se retrouvent tous deux, une fois adultes, pour se marier. 10 années se sont écoulées, Raku, bien que fils d'un chef de clan Yakuza, tente d'être un lycéen comme les autres. Son quotidien est bouleversé par sa rencontre avec Shitoge Hirisaki, une nouvelle élève très querelleuse qui va rapidement devenir sa pire ennemie. La situation tourne au cauchemar quand Raku apprend qu'il s'agit en réalité de la fille d'une famille de gangsters et qu'il va devoir simuler de sortir avec elle, pour éviter une guerre de gangs. Leurs familles vont-elles s'apercevoir qu'ils ne font que jouer la comédie, mais surtout, retrouvera-t-il son amour d'enfance? Alors avant toute chose, afin de remettre le succès de Nisekoi dans son contexte, on peut par exemple citer sa première apparition dans le top 30 Oricon en 2013, avec notamment 1 542 417 exemplaires vendus, faisant de lui la 5ème romance la plus populaire de l'année, derrière Sawako 11ème, Chihayafuru 20ème, Blue Spring Ride 21ème et Tool of Darkness 29ème. L'éclosion de son animé propulsera même le manga à la 16ème place l'année suivante avec quasiment 4 millions d'exemplaires vendus, devant des œuvres mainstream comme Fairy Tail et Bleach, un succès qui ne faiblira quasiment pas en 2015, porté par sa saison 2 avec 3,2 millions d'unités écoulées et une belle 17ème place. Et si on s'attarde sur 2016, sa dernière année de parution, on peut également constater que le manga a tiré sa révérence par la grande porte, puisqu'on peut relever une 24ème place avec un peu moins de 2 millions d'unités. Mais si notre romance nationale n'a eu aucun mal à trouver son public en librairie, qu'en était-il en kiosque, et donc sur le marché de la prépublication et celui du Jump? Eh bien figurez-vous qu'on peut noter une 8ème place dans le Jump dès sa première année, et je ne vais pas encore insister sur la performance que cela représente au vu de la concurrence gigantesque de l'époque. Il se maintiendra en 2013 et commencera à céder du terrain à partir de 2014, 11ème, au profit de nouvelles séries. On le retrouvera à la 13ème place en 2015, et enfin 22ème en 2016, marquant ainsi une fin plus difficile dans le magazine, ternie par des apparitions récurrentes dans le trio de fin. Vous l'avez compris, Nisekoi s'est vite instauré comme la romance phare de sa génération, l'image du Shonen Jump dans ce registre, comme peut l'être aujourd'hui Blue Box, ou comme un We Never Learn l'était hier dans une moindre mesure. Il est donc maintenant temps de nous intéresser à ses qualités qui auront donc grandement façonné son succès. Il s'agit décidément encore d'une œuvre qui a pour pierre angulaire le mystère dans un aspect plus typé tranche de vie, et bien évidemment romantique. Une belle revanche pour Naoshi Komi qui avait avant ça échoué avec sa série Double Hearts en 2008 dans des registres aventure fantastique et donc plus axé Neketsu, malheureusement annulé après seulement 3 tomes parus. En quête de stabilité et dans une volonté d'enfin proposer une série plus convaincante, l'auteur aura la chance de voir son one-shot Nisekoi retenu par la rédaction du Jump en 2010, qui décidera ensuite de sérialiser le projet l'année suivante. Dans un magazine où dominaient les mangas d'action, de sport ou d'aventure, il parvient malgré tout à imposer un manga slice of life rom-com avec un twist mafieux, l'idée étant de tout miser sur les mystères d'une identité et d'une promesse faite durant l'enfance de deux protagonistes, qui se retrouveront ainsi plus tard. Alors si l'idée n'est pas révolutionnaire sur le papier, elle n'en demeure pas moins efficace car elle permet de construire une intrigue, de développer des personnages dans un cadre tranche de vie et dans lequel leurs relations évolueront en parallèle. On se retrouve ainsi avec un casting de personnages assez attachants, allant du héros honnête et maladroit Raku au centre de toutes les attentions, Shitoge, l'héroïne au fort caractère que tout semble opposer au héros, Kosaki qui incarne quant à elle l'amour d'enfance idéal, puis d'autres personnages féminins viendront s'immiscer dans ce trio et basculera ainsi le manga dans le harem également. Et c'est bien le seul point qui m'a toujours dérangé car on est vite pris par un sentiment de surplus. Trop relou, trop relou. Je pense que l'auteur n'était pas obligé d'aller aussi loin pour brouiller les pistes car la rivalité entre Shitoge, la blonde, et Kosaki, la brune, était déjà intéressante à suivre et me semblait assez convaincante et plaisante à suivre. Le cœur du manga repose ainsi sur cette simple question: à qui Raku a-t-il promis son amour? Avec quelle fille a-t-il promis de se retrouver une fois adulte? Bien évidemment, chaque fille semble être la bonne, souvenirs flous, photos tronquées, coïncidences de noms, des anecdotes qui coïncident. Pour autant, tout n'est pas aussi simple car l'auteur s'amuse à brouiller les pistes jusqu'à même faire douter Raku, le personnage principal de l'histoire et donc le premier concerné. Ainsi, le cadenas devient en réalité un symbole, celui d'une enfance qu'il faut dépasser pour pouvoir aimer véritablement dans le présent. J'ai trouvé que l'auteur était parti d'une idée fortement cliché pour essayer de les dépasser, et qu'au final, bien que l'on parle d'une promesse faite dans le passé et de retrouvailles survenues dans le présent, s'apparentant ainsi au destin, au final, les sentiments ne peuvent jamais être écrits à l'avance. Ils naissent des liens entre chaque personnage, des choses qu'ils partagent ensemble, et le manga est très fort pour instaurer ce genre d'ambiance conviviale. Il n'y a qu'à voir la diversité d'arcs, tranches de vie et de décors dans lesquels l'auteur nous a plongé, des voyages scolaires, activités sportives, fêtes d'anniversaire, Noël et j'en passe. De quoi largement voir évoluer les personnages dans différentes situations et différents contextes, qu'ils soient joyeux ou bien plus tristes, lorsque nos protagonistes devront confronter leurs sentiments à la réalité, et donc au sentiment de Raku, le héros de l'histoire.
Si Nisekoi peut paraître répétitif dans sa construction, au final c'est cette ambiance chaleureuse qui nous permet de passer un bon moment de lecture sans prise de tête avec des personnages vivants. Le manga alterne arc comique et moments émotionnels, où on retrouve ainsi les codes propres au harem et romances du Jump composés de rivalités, festivals et surtout de malentendus. Ce qui est malgré tout appréciable, c'est que Naoshi Komi ne laisse aucun personnage de côté. À partir du moment où un protagoniste est introduit, chacun a le droit à son arc, ses conflits internes et ses moments de vérité. Si on peut donc penser dans un premier temps qu'il tire sur la corde du non-choix afin de faire durer le suspense lié au mystère entourant la promesse, on peut tout aussi bien penser qu'il s'agit d'une construction volontaire. Raku n'est pas prêt à faire son choix, il doit mûrir et révéler ses véritables sentiments sans forcément suivre une promesse enfantine qui n'aurait pas forcément de sens aujourd'hui. De plus, le manga est plutôt bien dessiné et j'apprécie particulièrement le côté très expressif de Naoshi Komi. Nous proposant également un découpage efficace, le manga adopte souvent un ton caricatural visuellement pour les moments de comédie, mais revient à des traits plus réalistes et un découpage plus épuré pour les scènes sérieuses et plus émotionnelles. En tout cas, Nisekoi restera pour moi ce genre de rom-com que l'on apprécie avec ses qualités et ses défauts. C'est aussi plaisant à suivre que parfois frustrant, et je pense que vous pourrez passer un très bon moment tout de même. Pour conclure cette vidéo, je sais que j'aurais pu aborder des classiques souvent oubliés comme Hikaru no Go, Black Cat, Shaman King ou encore même Yu-Gi-Oh dans une moindre mesure, puisque l'on parle plus de la licence et donc de l'anime et de ses cartes plutôt que du manga, mais j'ai finalement opté pour le cas d'une série pourtant plus récente et qui est, à mon sens, déjà injustement tombée dans l'oubli. The Promised Neverland, ou de son titre original Yakusoku no Neverland, est un manga scénarisé par Kayu Shirai et dessiné par Demiso Pozuka, paru entre 2016 et 2020 dans le magazine et compilé donc en 20 volumes. En France, le manga fut édité chez Kaze et est donc toujours disponible chez Crunchyroll. Il fut ensuite adapté en animé par le studio Cloverworks en 2019 avec une première saison de 12 épisodes, mais c'est surtout sa deuxième et dernière saison diffusée en 2020, en parallèle de la fin du manga dans le Jump, qui a, à mon sens, entaché l'image de la série. Mais laissez-moi dans un premier temps vous partager un petit résumé ou vous rafraîchir la mémoire. Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat Gracefield House. Entourés de leurs petits frères et sœurs, ils s'épanouissent sous l'attention pleine de tendresse de maman, qu'ils considèrent comme leur véritable mère. Mais tout bascule le soir où ils découvrent l'abominable réalité qui se cache derrière la façade de leur vie paisible. Ils doivent s'échapper, c'est une question de vie ou de mort. Avant toute chose, je tiens à dire que The Promised Neverland a et aura toujours une importance particulière à mes yeux. Au-delà de proposer le début de manga qui m'a le plus marqué, que ce soit par son premier chapitre sensationnel qui est l'essence de la perfection, c'est simple, si tu me demandes ce qu'est une introduction parfaite pour une œuvre, que ce soit son premier chapitre pour instaurer un contexte et poser les bases, ou bien plus globalement un premier arc, je citerai The Promised Neverland instantanément, et ce, avant tout autre manga. C'est aussi cette œuvre qui m'a poussé en partie à débuter sur YouTube. Le premier chapitre m'avait tellement matrixé à l'époque qu'à défaut d'en parler normalement en discutant avec des potes, j'avais carrément voulu faire une vidéo sur le sujet pour leur faire découvrir, puisque personne n'en avait encore fait sur le sujet à l'époque. Et au final, je me retrouve ici devant vous, et je ne l'aurais jamais pensé. Le manga me procure déjà un grand sentiment nostalgique, alors qu'il reste le plus récent que j'abordais dans ce concept, et comme j'adore la nostalgie... Très nostalgique, mon émotion préférée c'est la nostalgie, je pourrais être heureux d'être nostalgique. Ok. Je me devais de redorer l'image de The Promised Neverland. C'est aussi l'exemple parfait qui illustre que même une œuvre récente, au succès retentissant, peut tout aussi vite retomber dans l'anonymat le plus complet, puisqu'en effet, aujourd'hui, quasiment plus personne ne parle de TPN sur les réseaux, un peu à l'instar d'un Tokyo Ghoul qui était dans toutes les discussions il fut un temps, et je trouvais cela intéressant de revenir sur son cas, en commençant dans un premier temps par son succès très précoce dans le Jump, avec non seulement ses classements, mais également ses ventes. On reviendra dans un second temps sur le sabotage de son animé, et plus particulièrement celui de sa saison 2, et enfin, on reviendra bien évidemment sur les qualités du manga, et j'en profiterai pour vous donner mon avis sur la fin avec du recul, chose que je n'avais encore jamais fait en vidéo, malgré le fait que j'ai de nombreuses fois abordé le manga sur la chaîne. Alors tout d'abord, en ce qui concerne son excellente histoire dans les sondages du Jump, The Promised Neverland ça finissait notamment déjà à la 6ème place en 2016, dès sa première année avec une moyenne de 4,88, rien que ça. Il fera encore mieux en 2017 avec un top 3 et un 3,82 de moyenne, puis 4ème en 2018 avec 3,36 de moyenne. Il reprendra sa 3ème place en 2019 avec sa meilleure moyenne 3,08, avant de partir sur une 6ème place et un 3,80 de note. Franchement, difficile de faire plus régulier au plus haut niveau. TPN n'a tout simplement jamais baissé en régime dans les sondages du magazine, pas même lorsque sa fin approchait. En parallèle, son succès commercial n'est plus à prouver également, puisqu'il n'y a qu'à relever sa performance en 2017, sa première année pleine où il se positionnera comme le 13e manga le plus vendu de l'année avec un peu plus de 2 millions d'exemplaires écoulés, le tout sans anime, important de le rappeler. Il confirmera en 2018 en doublant tout simplement ses chiffres et en s'invitant dans le top Oricon à la 8ème place, et ce n'est pas avec l'appui de son adaptation animée diffusée en 2019 que la machine allait s'arrêter, puisqu'il écoulera plus de 7 millions cette année-là, progressant ainsi jusqu'à la 4ème place.
TPN se vendra quasiment autant en 2020 et se maintiendra dans le top 10, et même au 6ème rang avec plus de 6 millions d'unités. On peut même aller plus loin en soulignant sa 12ème position avec plus de 3,6 millions de copies vendues en 2021, alors que le manga était déjà terminé. Enfin bref, voilà, beaucoup de chiffres pour illustrer une popularité monstrueuse, une série, voire même une licence qui fonctionnait à merveille, et dont l'accueil critique de la première saison de son animé avait été largement salué aussi. Comment donc expliquer un tel sabotage sur la saison 2? Et je ne parle même pas que d'une simple animation qui s'est dégradée, on peut surtout parler des choix pour s'éloigner du scénario du manga, des diaporamas en l'air, des arcs skippés sur les murs, franchement j'en reviens toujours pas. On nous a balancé des vieux diaporamas à la gueule pour skipper plein d'événements. C'est comme si une famille avait abandonné un chien rempli d'amour du jour au lendemain, après de belles années passées avec lui. C'est juste incompréhensible et je ne pourrais toujours pas l'expliquer. Comment expliquer de la folie après tout? Je suis pas psy, je suis un simple créateur de contenu. Bref, la seule chose qui peut expliquer à mon sens ce merdier, c'est qu'il pourrait possiblement avoir eu un conflit en interne, que ce soit au sein du studio directement, entre les différentes parties, le comité de production, la production, les auteurs ou bien l'éditeur directement. On ne peut que spéculer et accepter le fait de nous avoir chié dessus après tout, avec tout le respect. Aujourd'hui, c'est à mon tour de les emmerder, car j'ai non seulement toujours pas digéré ce traitement honteux et cette saison 2 scandaleuse, mais surtout parce qu'aujourd'hui, cette histoire a clairement impacté l'image de la série à mes yeux. Je ne pourrais jamais accepter un tel traitement pour une série, une licence aussi rentable et aussi lucrative. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Non, vraiment, toutes les étoiles étaient alignées et tu décides à la fin de tout saccager, ça n'a aucun sens, franchement. Certains me diront que la fin n'a pas aidé, et il est vrai qu'elle n'a absolument pas mis tout le monde d'accord, mais en réalité, les mangas dont les fins font l'unanimité se comptent sur les doigts d'une main. Ashita no Joe, Full Metal Alchemist, Dragon Ball, ce sont les premiers exemples de fins réussies qui me viennent en tête, n'hésitez pas à me compléter, mais tout ça pour dire que forcément quand tu subis un tel traitement en parallèle d'une fin controversée, les deux n'auront fatalement pas aidé la série à rester dans les mémoires. Mais avant de vous donner mon avis sur cette fameuse fin, on va avant tout recentrer la discussion sur l'essentiel, c'est-à-dire l'œuvre en elle-même et ce qui l'a rendue si populaire. Tout d'abord, je vais commencer par le point qui m'a sans doute le plus plu, et ce, dès ce fameux premier chapitre, l'ambiance du manga. L'histoire commence sur de la joie et de la bonne humeur. On peut voir des enfants souriants, joyeux, et qui ont l'air vraiment heureux de vivre ensemble. Quoi de plus normal, ils ont tous le même point commun, ils n'ont pas de parents et ont grandi ensemble dans cet orphelinat. De quoi aider à créer des liens entre eux, car chacun comprend plus ou moins ce que ressent l'autre, mais plus on avance et plus cette ambiance conviviale devient malsaine, quand on remarque quelques détails étranges. Les tatouages des enfants, le regard glacial de la maman, les tests en tout genre que les enfants passent constamment, cette impression est vite confirmée dans la deuxième partie du premier chapitre, on passe clairement du jour à la nuit, on se rend compte à travers les yeux d'Emma et de Norman que ce pseudo-orphelinat est en réalité une ferme où les enfants sont élevés comme du bétail pour être livrés aux démons. Ainsi, on comprend logiquement que les fameux tests que les gosses passaient n'étaient en réalité qu'une manière d'optimiser au mieux la qualité de la marchandise pour les démons. De ce fait, l'ambiance et l'atmosphère changent soudainement, les enfants comprennent que tout ce qu'ils ont vécu jusqu'alors n'était en réalité qu'un tissu de mensonges, ainsi, les liens qu'ils avaient créés avec Mama n'étaient en fait que superficiels. Les principaux protagonistes comprennent logiquement qu'ils vont devoir trouver le moyen de s'enfuir astucieusement de ce cauchemar en faisant preuve d'intelligence et de discrétion, puisque personne ne se doute que le secret derrière cet orphelinat a été découvert par Emma et Norman. The Promised Neverland nous propose ainsi une brillante intrigue reposant sur des batailles plus psychologiques, le but étant non seulement de survivre, mais surtout de toujours avoir ce coup d'avance sur les antagonistes afin de trouver une solution pour s'évader. L'atmosphère devient ainsi étouffante, il y a constamment de la tension, des rebondissements et un suspense dicté d'une main de maître, et bien que ces principales qualités se retrouvent à leur paroxysme dans le premier arc, je trouve qu'on essaie de les garder tout au long de la série, et même une fois que les enfants parviennent à s'évader, il y a même d'autres critères qui entrent en jeu et des aspects différents de la notion de survie. Il ne s'agit plus de survivre entre quatre murs, mais bien en dehors. Les enfants sont ainsi confrontés avec effroi face à de nouveaux enjeux, une nouvelle fatalité. Le monde extérieur est peut-être encore plus dangereux que la fausse bienveillance dans laquelle ils ont été bercés. Et j'ai notamment apprécié le côté plus aventuresque, comme si les enfants menaient une expédition pour non seulement découvrir le monde, qu'ils n'ont connu que dans des livres jusque-là, mais surtout pour trouver un nouveau sens à leur vie. TPN continue ainsi de jouer sur de nombreux mystères, qui est décidément le thème récurrent de cet épisode. Je ne peux donc que vous recommander fortement cette pépite qui est The Promised Neverland. TPN, c'est du mystère, du suspense, de l'horreur avec des coups de pression surprenants et parfaitement retranscrits par le dessin de Demiso Pozuka. C'est clairement le genre de style atypique que j'apprécie grandement car il est très expressif, très épuré encore une fois et elle a le sens du découpage. Elle a su trouver son propre style, le tout avec des cliffhangers de génie pour vous tenir en haleine à chaque chapitre. Des excellents personnages que ce soit les protagonistes ou les antagonistes, le niveau est très élevé et quand bien même la fin a largement divisé les fans, je trouve qu'elle n'en demeure pas moins cohérente, c'est déjà ça. Je vous mets bien sûr un petit timecode pour skipper cette partie dédiée au spoil, voilà, au moins on sait jamais. Alors pour ma part, je ne dirais pas que la fin m'a convaincu à 100% car je la trouve un peu facile. J'aurais aimé une fin plus amère confrontant une Emma à devoir faire des choix qui ont de véritables conséquences.
Elle et ses amis auraient dû payer le prix cher de faire le choix de s'évader de Gracefield House en laissant leurs jeunes camarades derrière eux. Alors certes, je ne m'attendais pas non plus à une dizaine de morts, mais quand même, l'ultra-optimisme d'Emma dans un tel univers me paraissait parfois un peu trop abusé, et ça devenait par conséquent un peu caricatural parfois. Mais comme je l'ai dit, ça reste une fin assez cohérente et qui ne m'a pas pour autant scandalisé. Ce n'est pas ça que je retiendrai de cette œuvre quoi. Je retiendrai surtout que The Promised Neverland restera un manga qui m'a fait vibrer comme très peu ont su le faire. Du concept d'évasion à huis clos à la survie en dehors des murs jusqu'aux grandes révélations, le manga aura toujours su se montrer captivant. Mention spéciale à Isabella qui est pour moi non seulement l'un des meilleurs antagonistes du Shonen Jump, mais surtout l'un des meilleurs personnages que j'ai pu voir tout court. Son développement est excellent et elle incarne à elle seule cette ambiance oppressante contrastée par la bienveillance et la joie de vivre insouciante de jeunes enfants au destin tristement fatal. Et au final, on retiendra aussi qu'avec une conclusion en 20 tomes, le manga aura su se conclure avant de vraiment commencer à tirer sur la corde en usant ses principales qualités, et ça aussi faut le saluer. Donc voilà, j'espère vraiment vous avoir donné envie de découvrir The Promised Neverland si vous l'avez pas encore lu, ou en tout cas de lui redonner une chance de le relire pour ceux qui le connaissent déjà. Parce qu'encore une fois, je trouve vraiment son traitement injuste de tomber dans l'oubli comme ça, alors qu'on oublie aussi que c'est un manga qui a tenté des choses à une époque où le Jump manquait un peu de renouvellement, et manquait peut-être un peu d'idées. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo en espérant qu'elle vous ait plu. Je note toujours vos recommandations pour les prochains épisodes dans les commentaires. Sinon, vous pouvez aussi retrouver mes réseaux sociaux en description. Pensez aux petits likes et aux abonnements si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et surtout, on se reverra.